La réalité virtuelle va bouleverser nos vies, même si pour la plupart d'entre nous, ce n'est encore qu'un jeu. Cette nouvelle technologie assiste déjà médecins et thérapeutes dans leur travail. Aujourd'hui, Xenius vous montre comment la réalité virtuelle fonctionne et ce dont elle est d'ores et déjà capable. Bonjour et soyez les bienvenus dans cette émission. Ne vous inquiétez pas, on peut tout vous expliquer. Pierre vient de faire une petite virée dans la réalité virtuelle et apparemment il l'a trouvée tout à fait crédible. Pas vrai? Arrête de te moquer. C'est vrai qu'on a toujours l'air un peu idiot quand les gens vous regardent de dehors et ne voient pas ce qui se passe dans les lunettes. Mais quand on est dedans, c'est incroyablement réaliste. La réalité virtuelle, c'est notre sujet du jour. Pierre l'a déjà exploré de fond en comble, mais moi je n'ai encore jamais enfilé ce genre de choses. J'ignore donc tout de ce qui m'attend. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas réagir. Moi, je suis convaincu que la réalité virtuelle a beaucoup de potentiel. Et pas seulement pour les jeux, mais aussi pour la science, l'industrie, bref, pour nous tous. Il faut dire que ces appareils sont désormais tellement sophistiqués qu'on a vraiment l'impression d'interagir avec le monde virtuel. Tu vas vite t'en rendre compte. Mais pour en arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui, le chemin a été long. De tout temps, l'être humain a connu l'envie de plonger la tête la première dans d'autres univers, par le biais notamment des tableaux panoramiques du 19e siècle. C'est également à cette époque que sont posées les toutes premières bases techniques de la réalité virtuelle avec l'invention du stéréoscope. Pour la première fois, images et photographies peuvent être perçues en 3 dimensions. Plus d'un siècle plus tard, les premières lunettes vidéo permettent de regarder des films en 3D. Mais c'est l'ordinateur qui, en 1968, ouvre véritablement la voie à la réalité virtuelle. Un scientifique américain crée le premier objet virtuel en environnement réel. Mais le dispositif s'avère bien trop lourd. Il doit être relié au plafond, d'où son nom, épée de Damoclès. Il faut attendre 20 ans pour qu'ait lieu l'avancée majeure suivante. La NASA présente son premier système de réalité virtuelle avec gants de données et reconnaissance gestuelle. Les objets virtuels peuvent être saisis et déplacés. Objectif de ce dispositif, permettre aux astronautes de piloter des robots à distance et de réparer des satellites. De leur côté, les ingénieurs peuvent améliorer l'aérodynamique de la navette spatiale dans des souffleries virtuelles. Les ordinateurs deviennent plus performants et plus accessibles. Si auparavant la réalité virtuelle était limitée à la recherche, aux armées et à la conquête spatiale, c'est au tour de l'industrie et de l'architecture de découvrir cette technologie. L'industrie du jeu leur emboîte le pas. Au milieu des années 1990, les premières consoles de réalité virtuelle arrivent sur le marché. Mais ces appareils sont lourds, coûteux et leur puissance de calcul demeure trop faible. Leur qualité n'est pas à la hauteur des jeux vidéo de l'époque. C'est le flop. 20 ans plus tard, l'industrie revient à la charge. Mais cette fois, les grandes sociétés flairent le potentiel et investissent des milliards dans la réalité virtuelle. En 2016, apparaissent les premières lunettes haut de gamme qui rendent éléments graphiques et mouvements encore plus réalistes. Désormais, grâce au smartphone, chacun ou presque dispose de la puissance informatique nécessaire à son utilisation. Max, le maître du jeu, nous équipe, Pierre et moi, d'un ordinateur, d'un casque de réalité virtuelle, d'écouteurs et d'une manette, afin que nous puissions nous déplacer dans le jeu comme dans la vraie vie. Une expérience inédite pour moi. Tu me vois? Salut Pierre! Salut! Vas-y, top là! Vous êtes prêts? Oui. On est paré. Max, quel genre de technologie faut-il pour créer un monde virtuel? Pour faire simple, il faut des lunettes, le casque Vive, qui fait pour ainsi dire office de moniteur. Il remplace cet élément de l'ordinateur. On l'enfile et on ne voit plus rien à part ce qui est projeté à l'intérieur. C'est plus ou moins le même principe que les cinémas en 3D. On a vraiment l'impression d'être dedans. Les images sont envoyées dans le casque via l'ordinateur qui se trouve dans votre sac à dos. Il contient toutes les données nécessaires. Quant à nous, nous suivons votre progression depuis notre ordinateur. De là, nous dirigeons le jeu et bien entendu l'histoire que nous avons choisi de raconter. Notre mission, retrouver un robot du nom d'Huxley pour empêcher l'apocalypse.
Pour cela, nous allons devoir résoudre plusieurs énigmes. Nous sommes dans 2 pièces séparées, mais dans le virtuel, nous ne pouvons atteindre notre objectif qu'ensemble. Il vous reste 44 minutes de réserve d'oxygène. Oh, 44 minutes? Une fois ce laps de temps écoulé, nous devrons vous ramener à bord de la station spatiale. Sélectionnez votre avatar et activez le téléporteur. Oh, je prends le renard. Nous allons maintenant vous transporter sur Terre. N'oubliez pas que vous n'avez que 44 minutes. Le compte à rebours est là. Ah oui, t'as raison. C'est quoi ces balcons bizarres? Qu'est-ce qu'on doit faire? Elle a dit qu'on allait être téléporté. C'est fou, on est au cœur de l'univers. Hein? On a changé de lieu. Oh, salut Pierre. Ah, te voilà. Salut. Tapement 5. Petit renard. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'es toujours aussi petite? Eh oui. Oh, regarde, le temps passe. Oui. Quelle vision d'apocalypse. Voyons un peu ce qu'on a là. Il faut qu'on trouve Huxley, c'est notre mission. Ça a l'air tellement réaliste. On n'est plus à Berlin, là. Je ne sais pas si Pierre et moi parviendrons à sauver le monde aujourd'hui. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Ce qu'il y a de bien avec la réalité virtuelle, c'est qu'on peut vivre de grandes aventures et courir tous les dangers possibles sans avoir à en craindre les conséquences. Voilà qui est bien utile aux étudiants en médecine. Au bloc opératoire de l'hôpital universitaire d'Heidelberg, des chirurgiens opèrent une tumeur du foie. Une intervention qui demande beaucoup de concentration et des années d'entraînement. Au centre de formation de l'hôpital, les médecins de demain sont préparés à gérer les cas les plus complexes grâce à la réalité virtuelle. Benjamin Henich, étudiant en médecine, s'exerce sur un foie virtuel avec des instruments qui, eux, sont bien réels. D'abord, c'est génial de pouvoir s'améliorer dans la technique chirurgicale. On se rend compte qu'on progresse chaque fois un peu plus et qu'on fait de moins en moins d'erreurs. Je ressens tout ce que je vois sur ce moniteur. Quand j'appuie trop fort ou quand j'incise trop dans les tissus, je me rends compte. C'est vraiment réaliste. De telles erreurs sont les bienvenues au centre de formation d'Heidelberg. Ici, la vie d'aucun patient n'est en jeu. Par contre, les performances des étudiants sont évaluées par leurs formateurs. Des études sérieuses montrent qu'il y a un lien entre la simulation et la réalité. Cela signifie que quelqu'un qui s'est exercé à une opération dans la réalité virtuelle et la maîtrise bien, l'effectuera mieux sur de vrais patients. À Heidelberg, la réalité virtuelle fait déjà partie du quotidien des étudiants. Bientôt, elle pourrait aussi assister les médecins dans la préparation de leurs opérations. Par exemple, pour localiser une tumeur à l'intérieur des tissus. Jusqu'à présent, pour planifier une opération, on observait les scanners d'un patient en noir et blanc. Ici, on distingue un foie en différentes nuances de gris. À présent, grâce à la réalité virtuelle, on peut carrément aller voir à l'intérieur du foie. On reconnaît la tumeur, ici en jaune. On peut vraiment pénétrer dans cette zone, localiser précisément la tumeur, et de ce fait, prendre la bonne décision et mener une intervention adaptée. Autre technologie susceptible d'aider les médecins d'Heidelberg, la réalité augmentée. Dès l'hospitalisation, le patient serait radiographié de manière virtuelle. Puis les organes seraient directement projetés sur son corps. Le médecin verrait à la fois le patient et les informations les plus importantes. À l'heure actuelle, toutes les données doivent être regroupées et interprétées une à une. En cas d'urgence, c'est une perte de temps précieux. On veut pouvoir identifier ce qui se passe à l'intérieur du corps du patient, rien qu'en le regardant de l'extérieur. Bref, relier l'intérieur avec l'extérieur et prendre ainsi les décisions adaptées. À Heidelberg, les médecins en sont convaincus. La réalité virtuelle fait déjà partie intégrante des nouveaux standards de la chirurgie moderne. Ok, docteur, on recommence? Oui. De notre côté, nous avons enfin trouvé nos repères dans ce monde virtuel. Moi, je suis le renard jaune là-bas. Comme dans la vraie vie, nous pouvons nous déplacer et attraper des objets. Je te rejoins. Qu'est-ce que c'est? Un portail? Pierre, tu me fais trop rire à chaque fois que je te vois. On traverse le portail? Attends, je suis pas rassurée. Je me cramponne à toi.
Allez, on saute. Viens, viens vers moi, de l'autre côté. Notre mission, sauver Huxley. C'est lui, tu crois? Oh, regarde, on dirait une sorte d'ascenseur. Oui. Maintenant, Non, quoi? n'appuie pas 2 fois, regarde, ça monte. C'est complètement fou. On a les mêmes sensations que dans un vrai ascenseur. J'ai le vertige. Oh, ça tourne! Il s'envole! Max, à bord de cet ascenseur, on a vraiment la sensation de voler. Comment est-on capable de reproduire une réalité qui n'existe pas? Eh bien, cela vous paraît réel parce que vous réalisez de vraies actions. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous tendez les mains, vous marchez avec vos pieds. Tout cela est totalement normal. Ce réalisme est essentiellement dû au fait qu'il n'y a pas de latence dans le jeu. Donc vous avez toujours l'impression que tout ce que vous voyez vous arrive vraiment. Et ce qui vous entoure change aussi en fonction de ce que vous ressentez ou de ce que vous faites. Je me doutais que l'ascenseur serait important. Regarde, il y a aussi un miroir là, non? Mais d'où il vient celui-là? Tu crois que je peux le tourner? Ah, tu orientes la lumière en fait. Vas-y, dirige la rouge vers le bas. Le laser rouge. Génial. Waouh, c'est trop cool. Oula, Huxley, on va te sauver. je regarde pas. Pierre, tu me vois? Génial, tu arrives en volant. Oh non, j'ai vraiment le vertige là. C'est vrai, tu y es presque. Je peux pas regarder en bas à cause de mon acrophobie. La réalité virtuelle pourrait justement aider Pierre à vaincre sa peur des hauteurs. Nicole Fering, qui a le vertige rien qu'en nettoyant ses vitres, en sait quelque chose. Je n'aime pas ça. Je regarde en haut et je ne me sens pas bien, je tremble déjà. Je ne m'accroche pas à la fenêtre pour la tenir ouverte, mais parce qu'il faut que je me cramponne à quelque chose. À quelques kilomètres de là se trouve le tétraèdre de Bottrop, dans la Ruhr. Il est doté d'une plateforme 10 fois plus haute que le dernier étage de Nicole. Pour certains, un site incontournable de la région. Pour Nicole, c'est l'angoisse absolue. C'est très haut, on pourrait tomber à tout moment. Le tout ne tient qu'avec des câbles. Je n'aime pas ça du tout. Nicole est souvent venue ici pour tenter de surmonter sa peur. Sans succès. Pour l'instant, j'ai encore un peu de courage, mais une fois que je serai lancée, ça ne va pas durer. Je pense que je vais arrêter là. Je préfère ne pas aller plus loin. Si j'étais avec les enfants, ce serait un sentiment d'échec parce que je suis incapable de suivre. Ça me rend un peu triste de ne pas y arriver. Malheureusement, la peur prend le dessus. Une lueur d'espoir attend Nicole à l'université de Ratisbonne. Ici, les thérapeutes Andreas Mühlberger et Theresa Wechsler ont déclaré la guerre à la peur. Virtuellement, ils vont emmener Nicole Fering jusqu'à l'édifice face auquel elle a capitulé dans la vraie vie. Avec sa structure aérée, le tétraèdre de Bottrop, même virtuel, est l'endroit parfait pour soigner l'acrophobie. Pouvez-vous nous dire jusqu'où vous êtes allé hier? Quand je le vois comme ça, je ne pense pas être allée jusqu'à la première plateforme. À quel niveau se situe votre peur actuellement? Sur une échelle de 1 à 100? J'arrive tout doucement à 70 là. 70, d'accord. Et je suis toujours en bas. Bien. Et là, à combien vous êtes? Là, je pense que je suis à 100. 100. Oui. Alors on s'arrête là. L'angoisse de Nicole est à son paroxysme, même si elle sait que tout se passe seulement dans sa tête. Mais pourquoi utiliser un bâtiment virtuel et non un vrai? Le problème avec la réalité, c'est que beaucoup trop souvent, les gens ne franchissent pas le pas. D'une part parce que cela demande beaucoup d'efforts, et d'autre part parce que beaucoup de personnes n'imaginent pas participer à ce genre de thérapie, ou ne s'en croient tout simplement pas capables. Dans un premier temps, il est plus facile pour elles de se confronter à leurs angoisses dans la réalité virtuelle. Plus l'illusion est parfaite, et mieux la thérapie fonctionne.
Les psychologues s'aident donc d'un ventilateur et d'une surface instable. Je dois supporter la peur et rester en haut jusqu'à ce qu'elle diminue, jusqu'à ce que la sensation évolue et devienne positive. Maintenant, si vous voulez bien, vous pouvez vous pencher un peu en avant et jeter un œil au paysage. Ça vous va? C'est dur. Alors restez juste comme ça. Cela fait maintenant à peu près 1 heure que Nicole se trouve sur l'édifice. Félicitations, vous avez atteint la dernière terrasse. Ça s'est passé exactement comme ils me l'ont dit. La peur se dissipe, elle disparaît. C'est tellement agréable que j'ai presque envie de le faire pour de vrai. Nicole décide de se lancer dès le lendemain. En conditions réelles, il faut s'attendre à ce que votre peur revienne. Je m'en doute. Nous verrons quelle différence il y a par rapport à hier. Ce sera très intéressant. Il y a 3 jours, Nicole n'avait pas pu aller plus loin. Alors, où en est votre peur? À 0. Des symptômes? Rien? Tout va bien? Oui. Nicole n'a même plus besoin de se tenir à la rampe. Voyons comment ça se passe là où on voit à travers. Hop! Bravo, super! On aperçoit une grue. J'habite juste derrière. Qu'en est-il des symptômes? Ça va très bien. Rien du tout? J'ai chaud, mais c'est plutôt dû à l'ascension. Le succès est total. Le fait que je puisse rester ici sans demander à redescendre, c'est incroyable. Mes mains tremblent de joie et non de peur. C'est vraiment fou. Le résultat n'est pas aussi flagrant chez tous les patients. Mais pour Nicole, le pari est réussi. Grâce à la réalité virtuelle, elle est enfin délivrée de sa phobie. Pierre et moi approchons de la fin de notre jeu virtuel. Nous sommes toujours à la recherche du robot Huxley pour pouvoir sauver le monde. Dörte, toi aussi tu es complètement perdu? Oui, totalement. On est toujours dans une sorte de pièce, je suis à côté d'un mur. Et là, tu es où? Mais virtuellement, c'est autre chose. C'est un labyrinthe, non? Oh, je savais qu'à un moment donné, on serait séparés. Tu es en haut, Pierre, je te vois. Regarde en bas, tout en bas, je suis encore plus petite que d'habitude. En bas? Ça, c'est dingue, je comprends maintenant. T'es où? On est à 2 niveaux différents, Pierre. Ah, te voilà! Est-il possible que je me croie au cœur d'un immense labyrinthe alors qu'en réalité, je fais juste un pas en avant, un pas en arrière? Comment ça peut marcher dans un si petit espace? D'abord, il faut évidemment un décor virtuel très vaste. Sauf qu'en réalité, vous ne devez pas trop bouger. Pour le labyrinthe, nous avons réglé le problème avec les téléporteurs. Nous vous téléportons d'un labyrinthe à l'autre et à chaque fois, l'environnement semble changer. Pour nous, en revanche, vous n'avez parcouru que 3 mètres en zigzag. On peut donc très facilement mettre en scène de grands décors dans de petits espaces. Ah, je comprends maintenant. Ah, c'est fou cette histoire. Comment on fait pour se rejoindre? Pierre? Je dois aller où, Dörte? Continue dans cette direction. Je dirais que tu dois aller vers le vert. C'est ça. Continue, vas-y. Voilà. Et à droite. C'est ça. Mais je suis revenu. Parfait. Et encore à droite. Il y a un téléporteur rouge. Oui, mais on ne va pas l'utiliser. Tu dois prendre le vert. En fait, j'ai peur de foncer dans un mur dans la réalité, mais ça va. Ah oui! C'est complètement fou. Là, j'ai vraiment l'impression d'être ailleurs. C'est impressionnant. Vous devez encore ouvrir quelques portes. Dörte pourra sûrement vous aider. Là, peut-être? C'est bon, Dörte? Une porte vient de se fermer. C'est celle-là? Tu dois rejoindre la flèche au-dessus de toi. Pendant que nous nous efforçons de trouver la sortie, voyons un peu comment la réalité virtuelle va pouvoir, à l'avenir, nous rapprocher. Et ce, malgré l'éloignement géographique. Dans les laboratoires de recherche de l'université Bauhaus de Weimar, des scientifiques travaillent sur un système de communication d'un genre nouveau. Les interlocuteurs doivent avoir la sensation de se trouver dans une seule et même pièce.
Mes parents habitent assez loin d'ici et ils aimeraient bien me voir plus souvent. Ce qui est formidable avec cette technologie, c'est qu'il me serait possible de leur rendre visite d'ici, virtuellement. Je pourrais ainsi leur décrire ma vie et mon environnement professionnel. Avec cette technique, plusieurs personnes peuvent communiquer en simultané et en 3 dimensions. Pour cela, elles se retrouvent à l'intérieur d'une pièce virtuelle. L'interlocuteur se trouve dans un autre bâtiment. Au moyen de lunettes spéciales, chaque participant voit la projection de sa propre perspective. Grâce à la perception que je partage avec l'autre, en relation avec mon propre corps et avec la présence de l'autre, ces contenus virtuels deviennent encore plus réalistes. Avec ce système, les interactions gagnent en qualité. Contenu virtuel et réel se confondent. Nommé réalité mixte, ce concept est déjà considéré comme très prometteur dans le secteur des communications. Avec son système de lunettes, Microsoft mise aussi sur la réalité mixte. Ici, l'écran se trouve à l'intérieur des lunettes. Une vidéo révèle tout le potentiel de ce moyen de communication révolutionnaire. Mais pour accepter les individus virtuels, il faut qu'ils soient le plus réalistes possible. Nous ne sommes plus très loin d'obtenir la même qualité d'image en 3D que pour la vidéo classique en 2 dimensions. Je crois que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller. Pour les lunettes de Microsoft, comme pour la technique du laboratoire de recherche de Weimar, il s'agit d'une sorte de communication vidéo en 3D. Une personne est enregistrée et projetée à un autre endroit. Peu modifiée, la représentation virtuelle est très proche de l'original. Mais une autre approche permet de créer des personnages virtuels de toutes pièces, comme ici, à l'Institut Max Planck de systèmes intelligents de Tübingen. Pour cela, les scientifiques ont scanné de nombreuses personnes avant de les faire analyser par des ordinateurs. À l'aide d'algorithmes complexes, ils peuvent désormais façonner des avatars totalement nouveaux. Leurs mouvements sont indépendants de ceux enregistrés. Ils peuvent être entièrement manœuvrés et modifiés par ordinateur. On peut envisager de téléporter une version virtuelle de soi-même dans un autre endroit, sans avoir besoin d'être là en personne. Cet alter ego virtuel pourrait assumer n'importe quel rôle souhaité. Dans un futur lointain, il est possible que seuls nos avatars conversent entre eux, sans qu'on ne sache plus s'il s'agit de personnes réelles ou pas. Fabriquer des copies virtuelles de soi-même, accéder aux dons d'ubiquité, décidément notre avenir est rempli de possibilités que nous soupçonnons à peine. Voilà, je vais t'attraper, grosse boule bleue. Ballon de volley. C'est parti, attrapez les sphères. C'est pas si difficile. Vous avez réussi. L'humanité est sauvée. Nous avons enfin atteint notre objectif. Je vous serai éternellement reconnaissant. Notre voyage ensemble s'arrête ici. Oh non! Au revoir. Oh, elle me plaît bien, moi, cette réalité virtuelle. C'est ça que je voulais, en fait. Maintenant, je sais ce qui me manquait. Dörte? Oui, Pierre? C'est pour toi. Tu peux attraper le verre? Ou alors prends-en ici. Est-ce qu'on doit encore accomplir une mission? Oh non! Attention, Dörte. Oh, déjà? Ne vous inquiétez pas, on va y aller doucement. Je vous retire d'abord les mains, et ensuite vous pourrez enlever les lunettes vous-même. Oh non, j'ai plus de mains. Ne soyez pas étonnés, il fait plus clair ici. Vous voilà de retour. Du coup, le monde réel paraît presque ennuyeux. Rebonjour. Tu as trouvé ça réaliste?
Oui, tellement que j'ai encore les genoux qui tremblent un peu. J'ai l'impression de me réveiller d'un rêve absolument passionnant et d'avoir besoin d'un bon café. Pour que Dirt dise ça, je peux vous assurer que c'est carton plein pour la réalité virtuelle. C'est vrai, tu es plutôt sceptique par rapport à ce genre de choses. Oui, je remarque que le sens du toucher revient. Pierre est bien réel à côté de moi. Oui, mais dans le virtuel, ou du moins dans cette réalité mixte que nous avons visitée, nous nous sommes sentis très proches alors que nous étions dans 2 pièces séparées. Absolument. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Et quand on est redescendu de notre nuage. C'est ça. Restez curieux, bien sûr, d'ici là. Merci Max. Sans votre aide, on serait encore dans le jeu et très loin de notre objectif, c'est certain.